On ne peut pas être jugé parti, mais peut-on juger quelqu'un qui prend parti? Alors, à vous de juger. Salutations à toutes et à tous, bienvenue à bord de la Haute Sphère Cosmonaute, l'émission qui prône la vulgarisation et la transmission pour l'élévation. Moi c'est Audrey, enchanté. Aujourd'hui, j'ai envie de parler d'élégance, de stylisme, d'image. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. L'hôte du jour, c'est Dylan Tapélé. Salut, grand prêtre Dylan. Ravi de te recevoir ici. Salut Audrey. Comment vas-tu? Ça va et toi? Ça va. Ravi de te recevoir ici, comme je le disais précédemment. La genèse de ton parcours, en fait. Déjà, t'as grandi où? Avant de te répondre, déjà merci pour l'invitation. C'est normal. Franchement, ça fait vraiment plaisir. Et j'ai grandi à Livry-Gargan, dans le 93, toujours depuis petit. Ok. Et le projet de devenir styliste, ça t'est venu quand, en fait? Comment, quand, pourquoi? Franchement, c'est assez marrant parce que petit, j'avais jamais imaginé qu'un jour je deviendrais styliste. Ok. Euh, Je t'imaginais faire quoi? je me voyais dans le marketing. Ok. En fait, moi, j'ai un grand frère qui s'appelle Yves. On a 10 ans d'écart. Et donc, lui, il avait fait un bac STG, je crois, à l'époque, ça s'appelait. Mhm. Et il était option marketing. Donc, il a travaillé chez Tribeca, il avait bossé chez Nike, etc. Et moi, je le voyais un peu comme... je sais pas, c'était mon modèle, en gros. Et donc, ouais, je me voyais faire comme lui. Donc, je me souviens dans les petits papiers de primaire, quand il fallait donner un peu profession, ce qu'on voulait faire, etc. Et je disais toujours marketing, travailler en marketing, etc. Donc c'est un truc que j'ai gardé et puis petit à petit, c'est comme ça que j'ai évolué. J'ai fait moi-même un bac STMG, du coup, c'est devenu STMG, option... T'as suivi vraiment la lignée, quoi. exactement. Option mercatique à l'époque. Et donc, je me voyais vraiment évoluer dedans. Je voulais bosser pour Nike parce que je les trouve en termes de communication exceptionnels. J'ai toujours aimé leur créativité, leur pub. Enfin, j'ai en mémoire comme ça là, des pubs de Nike avec Drogba, avec Henry. Bref, La cage. la cage, Joga Bonito, tout ça, non, c'était Ouais. exceptionnel, vraiment. Donc, je me voyais faire ça. Je me voyais faire ça petit. Et en gros, donc le stylisme, en fait, je disais récemment à des amis que je trouve que j'ai l'impression que c'est le stylisme qui m'a choisi en vrai. Parce que à l'époque, j'ai fait mon cursus, j'ai fait un bac STMG, ensuite j'ai fait un BTS commerce international. Mhm. Et en fait, là-bas, j'ai rencontré Enfin, quand je faisais mon BTS, je devais faire un stage en logistique. Mhm. Et puis, j'ai rencontré un contrôleur qualité dans une boîte qui s'appelle Agnès B. Et j'ai rencontré donc, ce fameux contrôleur qualité qui s'appelle Jamel, qui m'a dit « Dylan, je vois que tu aimes la mode, mais que tu n'aimes pas trop la logistique. » Mhm. Et il m'a dit « Souviens-toi que tu vas faire un métier, tu vas te lever tous les jours pour ça. Tu vas passer plus de temps au travail que chez toi, certainement. Si tu fais un métier que tu n'aimes pas, ça va être très compliqué. » Mhm. Et je lui ai dit, mais c'est bien beau, mais moi, c'est vrai que j'aime la mode, mais bon, j'aime ça comme ça, quoi. J'ai pas de connaissances techniques, etc. Il m'a dit, t'inquiète pas, tu vas trouver. Et après ça, donc j'ai réfléchi, j'ai commencé à chercher, et là, je suis tombé sur une formation. C'était une licence pro, Mhm. commerce international, spécialisée dans la mode. Mhm. J'ai dit, mais c'est incroyable. J'ai postulé direct. J'ai fait partie de la deuxième promotion de ce diplôme-là. C'était un diplôme Sorbonne en plus. Mhm. Et cette licence, elle était en alternance. Mhm. Et du coup, je cherchais une alternance partout. On me fait me pistonner chez Lacoste. Tu connais un peu ces histoires. Ah, je connais un tel là-bas. Ouais. Finalement, ça s'est jamais fait. Et il s'est avéré que ma femme, elle travaillait dans une pâtisserie à Boulogne. Et juste en face, il y avait les locaux d'une compagnie qui s'appelle Télévision Style. Et en fait, la patronne de ma femme se propose de faire un peu l'entremetteuse. Voilà, sauf que c'est en période de vacances, donc finalement mon CV n'arrive jamais entre les mains de la patronne.
un jour, comme ça, la pression commençait à monter. L'administration commençait à me dire bon, Dylan, il faut que tu trouves ton alternance parce que la rentrée, c'est bientôt, etc. Et donc, un jour, je décide d'y aller et de me dire bon, je vais aller voir comment ça se passe là-bas. J'ai laissé un CV, ça fait plusieurs semaines, peut-être un mois. J'ai pas de retour. Je vais aller voir qu'est-ce qui se passe. J'y vais. Et là, je tombe nez à nez avec la patronne, qui s'appelle France, que je salue. Je sais pas si elle va regarder cette vidéo, mais que je salue. Et puis elle me dit, bah, vous êtes qui? Je lui dis, bah, Dylan, on a dû vous parler de moi normalement. Elle me dit non, ça me dit rien. Mais elle me dit, rentrez. Du coup, on rentre, et là, on est dans un couloir comme ça, et on est face à face, vraiment, peut-être encore plus proche que ça. Elle se met en face de moi, et elle me dit, bah, raconte-moi ton parcours. Donc là, je lui raconte un peu, voilà, je viens de banlieue, je fais ceci, je fais cela, j'ai l'ambition de faire ceci, etc. D'accord. Et elle me dit, on a 3 postes qui se libèrent. On a un poste d'assistant de direction, un poste de rédacteur web et un poste d'assistant styliste. Qu'est-ce que tu veux faire? Moi, je lui dis, bah, par rapport à ce que je sais faire aujourd'hui, je pense que le poste d'assistant styliste, non, je pense que le poste de rédacteur web est celui qui me conviendrait le mieux. Mais c'est vrai qu'assistant styliste, ça m'attire, etc. Mais j'ai pas les connaissances, j'ai jamais fait, etc. Elle me dit d'accord, elle me dit, tu sais écrire? Je lui dis oui. Elle me dit, on fait un test? Je lui dis allons-y. Et là, elle m'amène dans un bureau, elle me présente à l'équipe qui était là. Et elle me met devant une photo je m'en souviens encore, de Sandrine Ketché sur 50 minutes inside. Et elle avait un top noir, pantalon noir, genre la tenue la plus classique au monde. Mais je devais écrire un article sur sa tenue. Du coup, on me présente un peu leur manière de rédiger, etc. Et je devais écrire un article. Je le fais. Ça se passe bien. Elle décide de me garder, de me proposer, du coup, à l'époque, un stage, puis une alternance. Magnifique. Et c'est comme ça que je suis rentré dans le milieu. Et en fait, du coup, bon, Congolais comme je suis, j'allais là-bas toujours. Sapé. Fort, mais... Voilà. Je faisais toujours un effort, en tout cas, d'être présentable. Et du coup, en fait, un jour, ils ont reçu l'appel d'offres pour habiller les chroniqueurs du Mad Mag sur Énergie 12. Et là, donc France me dit, franchement, Dylan, tu sais quoi, c'est un public qui est jeune, c'est des codes que tu maîtrises. Est-ce que ça te dirait d'être assistant styliste sur l'émission? Moi, je dis, bah, pourquoi pas? J'étais toujours ouvert, moi, à l'apprentissage, j'ai toujours été très curieux. Et du coup, c'est comme ça que je suis passé de juste rédacteur web à rédacteur web et assistant styliste. Et j'ai découvert, du coup, le métier de styliste. Ok. Voilà. Justement, c'est quoi un styliste? Bonne question, parce qu'en réalité, styliste, c'est un mot qui est un peu utilisé parfois à tort et à travers. Mais c'est aussi parce que styliste, en fait, ça représente 2 fonctions différentes. Ok. Il y a les stylistes de mode qui sont dans les marques, enfin auprès des marques, qui sont en fait ceux qui vont avoir l'impulsion créative dans la création d'une collection. Donc ils peuvent dessiner, ils ont la capacité de pouvoir faire des moodboards, etc. Donc donner vraiment l'élan créatif d'une collection. Juste une chose, moodboard. C'est quoi des moodboards? Ah oui, c'est vrai. Tu fais bien de me reprendre parfois. Et il se peut que je jargonne un peu. Donc un moodboard, en fait, c'est simplement une planche de... Appelons ça une planche de tendance. Ok. En fait, c'est... en fait, il y a différents formats. Tu peux le faire de façon digitale, de façon papier. Et en fait, le but, c'est que sur ce moodboard-là, en fait, on puisse comment dirais-je, illustrer le message, les valeurs qu'on veut partager à travers une collection. Mmh. Et donc, ça peut être à ce sens-là. Mais aussi, on peut y insérer donc, des matières. On peut, par exemple, si ce qui m'inspire, c'est la mer, par exemple, je peux y mettre du sable. Mmh. Si c'est un tissu que j'ai touché, je sais pas moi, lorsque j'étais en voyage à Marrakech, bah, je vais mettre ce tissu-là, je vais mettre des petites chutes, je vais mettre des inspirations de couleurs, je vais mettre des mots-clés. J'ai pioché des inspirations de partout, dans les magazines, sur Pinterest, dans la nature, des photos que j'ai prises, des souvenirs de vacances. Voilà. Et c'est là où le styliste va déverser toute sa créativité au service de la création d'une collection. Voilà. Donc ça, c'est un mood board. Et donc ça, c'est le travail d'un styliste. Ok, donc ça, c'est la première facette. La première facette. Maintenant, la deuxième facette, donc c'est un autre métier carrément, c'est le fait de pouvoir composer des looks au service d'une direction artistique. Parce que parfois, les deux sont aussi inversés. Donc un styliste n'est pas forcément un DA, donc un directeur artistique.
c'est pas la même chose. Est-ce que justement, tu peux dire qu'est-ce qu'un directeur artistique? Ouais, là, on vulgarise au max. Ouais, c'est ça. Je vais essayer d'être le plus explicite possible. Donc, un directeur artistique, admettons, je suis une marque, j'ai besoin de faire un shooting photo pour promouvoir ma nouvelle collection. Mhm. Ma nouvelle collection, c'est... voilà, l'été est fini, mais bon, parlons de l'été, par exemple. C'est une collection, voilà, printemps-été. Et je voudrais parler de la mer, par exemple. Ok, maintenant, je vais donner ça au directeur artistique. Je vais dire, voilà, je veux que tu crées l'univers autour de ma nouvelle collection. Et donc, lui, il va dire d'accord. Il va bosser, il va réfléchir. Et il va faire tout un travail pour placer cette collection-là dans un certain univers, justement. Et il va choisir le lieu du shooting, le cadre, quel photographe aussi il faut faire appel. Est-ce que c'est quelqu'un qui va maîtriser le clair-obscur? Est-ce que c'est quelqu'un qui est plutôt dans la maîtrise de la lumière naturelle? Est-ce que c'est quelqu'un qui fait des shootings intérieurs? Quel type de mannequin? Etc., etc. Et donc maintenant, le styliste, lui, son but, ça va être de mettre en adéquation la vision du directeur artistique, les pièces de la collection et composer des looks, en fait. Mhm. Pour mettre en avant, finalement, à la fois la direction esthétique, mais aussi mettre en avant les looks, les pièces, en fait, individuelles de la collection. Un assemblage. Exactement. Ok, je vois. Et donc, tu m'as dit, c'est l'habillage, parce qu'on était à la deuxième facette, Ouais. c'est l'habillage. Vas-y, je te laisse reprendre. C'est ça, donc voilà, donc c'est simplement la composition de look. C'est ça la tâche première d'un styliste, Ok. au service du coup d'une direction artistique ou d'une personnalité. Donc voilà, c'est un peu ça. En fait, et notamment, donc moi je suis un styliste plutôt médiatique. À savoir que des stylistes, il y en a finalement dans plusieurs domaines. Il y a même des stylistes culinaires. Donc par exemple, tu vois les photos que tu vois quand tu vas au McDo ou Burger King. Mhm. Bah, c'est des stylistes culinaires qui font ça. Ok. Donc ils agencent le pain d'une certaine manière, ils le cuisent d'une certaine manière, ils mettent des produits bien spécifiques pour que la viande brille, pour que ceci, que cela. Donc tout ça, on appelle ça un styliste culinaire. Et donc moi, en fait, c'est le même travail que je fais, mais pour une personne. Mon but étant soit de magnifier, dans le cadre d'un shooting photo pour une marque, les pièces de la collection, soit, dans le cadre d'un accompagnement d'une personnalité publique, de magnifier la personne, en fait, tout simplement. Afin qu'elle se sente, elle, confiante en elle, soit au service d'une campagne de communication pour une marque, soit au service de son personal branding. Enfin voilà, il y a plusieurs facettes après dans cette dimension-là. D'accord. Donc, on va y revenir, ça, t'inquiète pas. Mais pourquoi stylisme médiatique? Pourquoi le terme médiatique, en fait? Médiatique parce que on se concentre plutôt sur des personnes là qui sont présentes dans l'espace médiatique, en fait, Ok. tout simplement. Donc moi, par exemple, je te parlais tantôt que j'évoluais dans l'univers de la télé. Donc j'ai commencé justement auprès du Mad Mag, où j'étais assistant styliste. Et après, j'ai rapidement évolué, donc l'année qui a suivi, en tant que responsable du plateau homme de Touche pas à mon poste. Donc en fait, médiatique, parce qu'en fait, du coup, le but, c'est de pouvoir permettre aux chroniqueurs autour de la table d'être en alignement avec leur tranche horaire, le public cible, leur propre personnalité, leur personnage médiatique, mais également les thèmes abordés lors de l'émission. Ça fait beaucoup, hein. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Et parce qu'en fait, le but est qu'il y ait un accord parfait entre tous ces éléments-là et le look qui va être proposé. Typiquement, ça serait un peu malvenu. Là, on est en période voilà, de guerre, etc. L'actualité n'est pas forcément très rose. Il se peut que sur certaines émissions, on aborde ce genre de sujet-là. Bah, ça serait malvenu de porter des vêtements beaucoup trop bariolés, extravagants. Donc, mais maintenant, même quand on revient sur des choses un peu plus classiques, comment on arrive quand même à se mettre en avant? Ou du moins à se mettre sur son meilleur jour, en tout cas. Et donc, c'est toute cette finesse-là qu'il faut réussir à trouver. Voilà, donc en fait, c'est simplement parce qu'il y a l'aspect média. Maintenant, moi, j'aime aussi faire ce qu'on appelle du conseil en image. Et là, c'est plus pour même si ça se fait aussi pour les personnalités, mais on va dire pour le grand public. Et là, en fait, on va vraiment travailler sur de l'habillage
pour en fait apporter un bienfait à une personne. Je parlais tantôt du gain en confiance en soi. Ça peut être pour l'estime de soi, ça peut être pour gommer des complexes personnels. Dans certains cas, après une reconstruction, après une maladie qu'on a traversée, notamment les femmes qui ont subi des opérations type ablation des seins, etc. Parfois, le conseil en image, ça peut les aider à reprendre possession de leur corps et à s'aimer avec leur nouveau corps, en fait, tout simplement. Voilà. Ok, je vois. Et donc, tu parlais de... c'est quoi la réaction des gens quand tu leur dis que tu es styliste ? Généralement, les gens sourient beaucoup. Ils sont parfois intrigués, ils me posent pas mal de questions. Ce qu'ils te demandent s'ils sont bien habillés. Toujours. Toujours. Et ça crée même parfois, j'ai l'impression, même des complexes. En mode, de toute façon, aujourd'hui, t'inquiète pas. Comme s'ils voulaient se rassurer de quelque chose. Alors que c'est marrant, alors que moi, je suis pas du tout dans un jugement. Tu vois, je me dis jamais. En fait, c'est marrant parce que c'est mon métier. Mais je suis pas là à observer les gens en mode t'es habillé comme ça et je les juge, tu vois, alors que c'est l'impression que les gens peuvent avoir souvent, tu vois, de se dire t'es styliste, non mais t'inquiète, j'ai pas fait d'effort aujourd'hui, comme s'ils voulaient se justifier. Mais à un moment donné, si t'es sorti comme ça de chez toi, c'est que t'as assumé ce style, donc il n'y a pas de souci en fait. Mais justement, en étant styliste, t'es un observateur averti de ce qui se passe au niveau... Forcément, mais je suis pas dans un jugement. C'est ça la différence. C'est-à-dire que, bien sûr, comment dirais-je, défaut professionnel, je vois, je vois, tu vois, directement ce qui va, ce qui ne va pas, parce que je le fais sur moi-même, en fait, tu vois. Quand je sors de chez moi, je sais exactement ce qui va pas dans mon style. Mm-hmm. Et justement, par certains tips, j'essaie de les gommer, en fait. Mm-hmm. Mais en fait, c'est juste... un constat que je fais, mais c'est pas un jugement. Alors que la plupart des gens pensent que je suis dans un jugement. Tu vois ? Il y a une grande différence, mine de rien, entre le jugement et le simple constat. Le constat, c'est juste que j'ai un regard qui est... ça fait un peu prétentieux de dire ça, mais qui est aiguisé sur ce fait-là. Mais tout comme un cuisinier aura un palais qui est aiguisé, qui est affûté, tu vois, il fait pas exprès quand il goûte un repas de remarquer que là, c'est trop salé, là, la crème elle a tranché, ou ce genre de choses. Il le fait pas exprès, c'est devenu naturel pour lui, tu vois. Mais ça veut pas dire qu'il va être dans un jugement de dire mais t'es un mauvais cuisinier ou t'es un mauvais pâtissier. Tu vois ce que je veux dire ? C'est simplement des éléments techniques. Et le fait d'être styliste, parce que bon, tout à l'heure t'as dit que t'étais d'origine congolaise, c'est pas forcément les métiers conventionnels quoi qu'on en pense. Ouais. Réaction des parents. Étonnamment, ça s'est très bien passé. Ça s'est très bien passé. Je pense parce qu'à l'époque, je suis rentré dans ce milieu-là. Déjà, c'était pas, c'était un peu par hasard en fait. C'était un peu par inadvertance. Comme je te disais, je suis rentré en tant que rédacteur web. Donc déjà, eux, quand je leur ai dit que je rentrais à la Sorbonne, je suis en alternance, ils étaient contents. Ensuite, je trouve une alternance, ils sont contents. Rédacteur web, bon, c'est les métiers d'aujourd'hui. Ça leur parlait pas plus que ça, mais bon, ok, why not ? Et après, quand je leur dis je suis styliste, le fait que ça soit tout de suite dans quelque chose de très concret, je pense que ça les a rassurés, tu vois. Dans le sens où je leur ai pas dit je suis styliste et je fais des petits shootings underground avec des petits budgets, etc. Tout de suite, j'étais dans un truc à la télé, référencé, ils pouvaient voir à la télé directement et ils mettaient Énergie 12. Dylan Tapélé. Voilà, ils voyaient mon nom dans le générique. Donc c'était très concret et très palpable. Donc en réalité, c'est passé très facilement. Et en parlant de ça, puisque tu parles de télé, est-ce que dans la famille ça s'appelait ouais, vous avez vu le nom Franchement, je sais pas. Tu sais pas ? Non, je sais pas. C'est vrai qu'on n'en a jamais vraiment parlé. Je sais que tous mes amis étaient très fiers, que toute ma famille était très fière. Mais on n'en a jamais fait un événement particulier, tu vois. Ils étaient contents pour moi, tout simplement, tu vois. Mais il n'y a pas eu de truc spécial. Voilà. Ok, je vais continuer sur cette voie Je t'en prie. congolaise. On dit souvent qu'on est le produit de son environnement. Est-ce que tu penses que cette vocation de styliste, tu l'avais pas déjà petit, du fait que tu sais ce qu'on dit, tu sais ce qu'on voit, Congolais au niveau du style, l'excentricité, vraiment montrer que... Est-ce que tu penses que
c'était cette direction-là en fait que tu allais suivre? C'est une bonne question. En fait, je me suis fait la réflexion d'ailleurs récemment, donc c'est marrant que tu me poses la question. Euh, En fait, je suis arrivé sur le constat que c'est vrai que j'y pensais pas, mais en fait, je pense que inconsciemment, l'environnement dans lequel j'ai évolué, ça m'a impacté. Euh, à titre anecdotique, mais je me souviens que j'ai un oncle qui est congolais, qui s'est marié en kilt. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, un kilt, c'est une jupe écossaise. Et il n'est pas écossais. Et sa femme n'était pas écossaise non plus. Mais c'est pour dire en fait que même si à ce moment-là, je me suis un peu moqué de lui, bah en fait, j'ai grandi dans un univers où les gens s'assumaient. Et je sais pas toi, mais moi j'ai grandi dans une philosophie où euh, fait, on a toujours dû faire attention à l'image qu'on renvoyait à l'extérieur. Oui. Tu vois. Oui. Et ça, j'en ai fait une force en fait, tu vois, tout simplement. C'est-à-dire que moi, je savais que quand je sortais, je me représentais pas seulement moi-même, mais je représentais déjà ma famille, le nom de ma famille, mais aussi même plus loin, tous les Noirs, tu vois. Parce que on a grandi dans un contexte social, voilà, j'ai grandi en banlieue, sans faire de misérabilisme, bah, c'est quand même une réalité, on est conscient qu'on est regardé un peu parfois différemment, et du coup, il faut faire toujours mieux. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, du coup, bah, ça passait par aussi l'apparence, une apparence soignée. C'était important pour mes parents que je n'ai pas l'apparence dite d'un voyou, ou tu vois ce que je veux dire, ce genre de choses. Donc, en fait, c'est des choses qui étaient là, autour de moi, des oncles qui portaient du rose, etc. Donc, tu vois, moi, j'ai jamais été dans ce truc-là. Donc, ouais, t'es un garçon, tu portes du rose, voilà, etc. T'es efféminé, ou ce genre de choses. Non, en fait, si t'as envie de porter du rose, porte du rose. Si t'as envie de porter... Tu vois, moi, j'étais en cinquième, je portais déjà des Jordan. C'était pas à la mode à l'époque. Tu vois, Et toi, tu remontes à la 5e. Quand on était petit, des fois, c'était tu vois. des grosses marques. Hein. Tu vois. Donc, je me souviens, je portais des bombers avant que ça soit à la mode. Tu vois, des grosses doudounes comme ça. On me disait, mais tu ressembles à un butin d'homme, tu vois. Je me souviens, quand je portais mes Jordan, on me disait, t'as des chaussures d'astronaute. Alors que tu étais en avance. Alors que j'étais en avance. Mais c'est surtout que je portais ce que j'aimais. Et je pense que ça, c'est un truc qui a toujours été en moi. Donc je sais pas si c'était en moi le fait que j'allais devenir styliste un jour, même si a posteriori je me dis, ah c'est bizarre, j'aime bien regarder les reines du shopping. Bon, dans 93, c'est pas très à la mode de regarder les reines du shopping quand on est un garçon, tu vois. Mais je pense que j'avais une appétence pour la mode, ça c'est sûr. Mais franchement, je me suis jamais imaginé parce qu'en fait, je connaissais même pas ce métier, pour tout te dire. Je savais même pas qu'il y avait des stylistes. Et puis, comme tu le disais, c'est vrai que les Congolais sont très dans l'apparat, voilà, on connaît tous les sapeurs, etc. Mais ils sont aussi très, en tout cas moi, pour parler de mes parents, c'est aussi des personnes qui sont très réservées en même temps, donc c'est ça aussi tout le paradoxe. Et aussi, on prône beaucoup les études classiques, hein, avocat, médecin, etc. Donc, j'ai jamais été ni au fait, ni particulièrement attiré par ce milieu-là, en fait, en réalité. Ça me paraissait inaccessible, tu vois, c'est réservé à la télé, et puis c'est tout, pour tout ce qui était des métiers artistiques. Ok, c'est clair. Tu as dit que tu as fait des études de marketing et non de stylisme, donc d'école, etc. Ma question est de savoir, quelle est ta légitimité en tant que styliste? Qu'est-ce qui fait que toi qui n'as pas forcément fait les écoles, aujourd'hui on se dit ouais, tu es styliste et je te dis ouais mais t'as fait quelle école? Parce qu'on est en France, on est très dans les diplômes, etc. Quelle est cette légitimité-là? Où tu vas la chercher? C'est une très bonne question également. Déjà pour la petite correction, mais pour moi ça ne me donne pas ma légitimité, mais quand même pour la petite précision, le diplôme que j'ai réalisé en alternance, donc c'est un diplôme Sorbonne, mais il est fait en collaboration avec un lycée de mode et d'esthétique qui s'appelle Elisa Lemonnier. Okay. Et du coup, en fait, j'avais 50% des cours de commerce dans le milieu de la mode à la Sorbonne
et 50% des cours en français sur l'histoire de la mode, etc. Mhm. Mais effectivement, j'ai pas fait les grandes écoles mode art, S-mode, etc., bien connues dans le milieu de la mode. Ça, c'est juste pour la petite précision. Mais effectivement, moi, ma légitimité, je la trouve dans le simple fait que je suis moi, premièrement. Et pourquoi je dis ça ? Parce que pour moi, en fait, avant de parler de stylisme, etc., on a tous un style, en fait. Pour moi, je dis toujours, il y a autant de styles qu'il y a d'êtres humains sur la Terre. Et si on court après les tendances, qu'est-ce qui est à la mode, dire moi je fais exprès, là actuellement c'est la mode des samba, je fais exprès de ne pas en acheter. Tu vois, les samba c'est les Nike, c'est des Adidas, une paire d'Adidas plate, pour ceux qui savent pas. Moi j'ai toujours été un peu en contre-courant de ces trucs-là de ah c'est à la mode, etc. Tu vois. Je préfère en fait m'habiller en fonction de qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui, qu'est-ce que je vais rencontrer, dans quel mood je suis, et par rapport à ça, je m'habille, tu vois. Ça, c'est ma première légitimité, c'est que j'ai mon ressenti, mon lien personnel avec le vêtement, premier point. Deuxième point, je suis quelqu'un qui sont dans la formation continue. Donc là, justement, je suis en train de passer un diplôme de conseiller en image, tu vois. Avec la haute école du conseil en image. Et pour moi, ça, c'est important. Pas pour moi, parce qu'en vrai, je me sens déjà légitime dans ce que je fais par rapport à ce que j'ai accompli. Donc, j'étais très jeune quand j'ai commencé dans le milieu de la télé, en tant qu'assistant styliste et puis après en tant que styliste. Mhm. Donc, ça m'a donné, mine de rien, même si j'ai appris sur le tard, ça m'a donné en fait mes lettres de noblesse, tu vois. J'ai concrètement, bah voilà, tout le monde a vu ce que j'ai fait, c'est ici, c'est gravé, personne ne peut le retirer, tu vois ce que je veux dire. Donc ça me donne ma légitimité, mon parcours, mon diplôme à venir, plutôt plus pour les autres, du coup, que pour moi. Même si, de l'autre côté, je dis plus pour les autres que pour moi, mais de l'autre côté, c'est aussi pour moi, parce que pour moi, c'est important d'offrir la meilleure expérience possible à mes clients quand je les accompagne. Et du coup, les confronter à des techniques professionnelles, éprouvées, testées, c'est important et ça va me permettre de moi, encore une fois, d'y ajouter ma sauce et de toujours aller vers cette notion-là d'excellence, tu vois, qui est mon objectif premier. Donc ma légitimité, je la puise là, donc de mon parcours et de ma vision, en fait, tout simplement. Ok, c'est clair. Là, tu as parlé d'expérience, justement. Je pense que ça aussi, ça fait partie d'une légitimité. Complètement. Parce qu'il n'y a rien, pour moi, qui... tu peux avoir du talent, mais il n'y a rien qui remplace l'expérience, en fait. Donc, je pense que c'était aussi un point que j'aurais voulu ajouter. Pour toi, qu'est-ce que le style vestimentaire d'une personne dit d'elle ? Ça dit tout, en fait. En fait, et d'ailleurs, c'est marrant parce que la plupart des gens ne sont pas conscients d'ô combien leurs vêtements parlent pour eux. Pour moi, le vêtement, déjà, c'est notre premier média. Avant de parler, on est vu. Et c'est pour ça que moi, dans mes accompagnements, en fait, je parle de communication non verbale. Intéressant. Parce que tu ailles un entretien d'embauche, que tu ailles rencontrer ta belle famille, faire un rendez-vous avec un banquier, pitcher un salon entrepreneurial, ou alors te présenter à une représentation presse, gala, cérémonie, festival de Cannes, les flammes comme il y a eu récemment, il y a quelques mois maintenant, etc. Bah en fait, ton vêtement dit quelque chose de toi. Soit de ton statut, soit de ton monde actuel, soit de qui tu es profondément, même une personne négligée, habillée de façon négligée en tout cas. Ça dit quelque chose profondément d'elle. Excuse-moi, vas-y. Non, vas-y. Non, juste par exemple, si tu as quelqu'un qui est habillé tout en noir, qu'est-ce que ça dit d'elle pour toi ? Bah, attention, parce que est-ce qu'elle est habillée tout en noir tous les jours ou est-ce qu'elle est habillée tout en noir aujourd'hui ? Ça, c'est un point qui est important. Parce que parfois, tu vois, moi, je peux sortir des fois, tu vas jamais te dire que ce monsieur-là, il est styliste. Tu vois ce que je veux dire ? Et c'est OK, tu vois. C'est OK, c'est pas grave, tu vois. C'est pas grave. Des fois, ma femme, je lui dis, mais aujourd'hui, j'ai pas envie. C'est pas grave. Ouais. Tu vois. Donc, tu peux être au top tous les jours. Exactement. Et ça peut aussi être le reflet d'un état d'esprit dans lequel je suis, tu vois, à l'instant T. Tu vois ce que je veux dire ? C'est la vie, en fait, tout simplement. Donc,
il faudrait observer la personne plutôt sur le quotidien, c'est-à-dire sur une semaine ou sur plus longtemps, ou peu importe, mais il faudrait avoir un échange avec la personne, tu vois, pour que je puisse vraiment te dire. Mais parce que tu peux porter du noir et être quelqu'un de jovial, tu vois, ça, c'est pas forcément corrélé. Mais là, c'est quasiment de la psychologie, là. Mais complètement. En fait, c'est ultra lié à la psychologie. Le vêtement, c'est lié à la psychologie complètement. Tu remarqueras quelqu'un qui est démotivé, cherchera du confort dans ses vêtements. Donc il sera souvent en jogging, dans des vêtements amples. C'est pour ça que les personnes souvent en dépression, bah, tu les vois, ils sont rarement, tu vois, dans leur lit en train de pleurer en costume, tu vois. Ils sont dans des matières duveteuses, douces, etc. Parce qu'on cherche du réconfort partout. Quelqu'un qui est confiant, au contraire, bah là, tu le verras plutôt, voilà, peut-être arborer des costumes, arborer des couleurs fortes, parfois même voilà, porter des chemises un peu trop ouvertes. Avec un ventre ballonné. Avec des bandes ballonnées. Tu vois, porter des accessoires, des chapeaux, des lunettes. Tu vois. J'ai un exemple comme ça qui est assez parlant. Peut-être qu'on en parlera tout à l'heure, mais j'ai rencontré une entrepreneuse dans le cadre des Déterminés. Et elle me dit un jour comme ça, on était au début de la formation, et elle me dit, Dylan, qu'est-ce que tu penses de ça? Elle me dit, chez moi, j'ai plein de chapeaux. Mais je sais pas, j'arrive pas à les mettre. Elle me dit, t'en penses quoi? Moi, je la regarde comme ça, je lui dis, mais... Et je réfléchis, je lui dis, ok. Je lui dis, est-ce que tu fumes? Elle me dit non. Je lui dis, est-ce que ça t'est déjà venu à l'idée d'acheter un paquet de cigarettes? Elle me dit, bah non. Je lui dis, bah, du coup, tu vois là, ton histoire de chapeau, c'est simplement que juste, t'es pas encore prête à les porter, mais c'est quelque chose qu'il y a en toi. Et je lui dis, je pense que tu vas bientôt être en mesure de les porter. Elle me dit, ah ouais? Je lui dis, ouais, je pense que tu as certainement passé une période récente là, où tu étais un peu mal dans ta peau, où tu n'avais peut-être pas confiance en toi, mais là, c'est en train d'aller mieux, et tu verras que bientôt, tu seras en mesure de les porter. Elle m'a dit, c'est exactement ça. Et elle m'a dit, tu sais quoi? Vas-y, la prochaine fois que j'ai une conférence, je vais essayer de le faire. Et elle a porté son chapeau. Ah ouais, toi, donc t'es vraiment dans l'estime de soi, la confiance, quoi. Complètement. Là, c'est au-delà, en fait, du vêtement pur. Là, c'est vraiment une approche psychologique, humaine. Moi, tu vois, je suis pas un fan de... Tu vois, je suis un amoureux de mode, mais je suis pas là à regarder tous les défilés, à te dire, chez Yoji, t'as vu la nouveauté, etc. Tu vois, c'est bien, vraiment. Je dis pas ça, je dis ça avec aucune condescendance. Hein. C'est juste que moi, et pourtant, je peux te dire que des fois, je vois des vêtements, ça me procure des émotions. Je peux voir une pièce, ça me procure une émotion, vraiment. Tu vois. Donc, mais ce qui me parle le plus, moi, c'est le lien avec la personne. Tu vois. Et comment ce vêtement-là peut permettre à une personne soit d'atteindre un objectif, soit de faire de décupler la puissance de son message. C'est-à-dire que en fait, on a tous envie de se faire entendre dans la vie, tu vois. Tu le vois dans la manière dont les gens débattent avec beaucoup de force, la manière dont les gens veulent toujours avoir raison, la manière dont les gens veulent être vus, la manière dont les gens cherchent les likes, etc. Donc les gens veulent se faire entendre. Et une des manières de pouvoir bien se faire entendre, ça passe par le vêtement. Moi, je dis toujours que le vêtement, c'est comme un haut-parleur, en fait. Ça te permet soit... Parce qu'en fait, regarde, si moi, je te dis, je suis, je sais pas moi, je suis coach de sport. Mais tu vois que, je sais pas moi, j'ai pas l'air en très bonne santé ou ce genre de choses. Même si mon discours, techniquement, il va être bon, il va être juste, comme je vais pas t'inspirer confiance visuellement, mon discours ne va pas passer. Or, tu mets exactement le même discours dans la bouche de Alex et PJ de Bodytime, bah là, tout de suite, le discours va passer facilement. Le visuel, ouais. Parce que directement, tu vois, les personnes sont baraquées, ils sont beaux, tu dis ok. Tu vois ce que je veux dire? Donc, le vêtement, si tu as une image qui est soignée,
en fait, directement, ton message, peu importe qui tu es, peu importe ce que tu fais, ton message va passer avec beaucoup plus de facilité. Et ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas soigner le message et le fond. Mais pour moi, les deux vont ensemble. Si tu soignes le fond, soigne la forme. Ça serait dommage de soigner le fond, mais que la forme n'aille pas. La forme. La forme. Caca ma forme. Non, c'est super intéressant. Et moi, j'ai une anecdote justement à ton sujet. Ah, On m'a dit, Dylan, très impressionnant. Il s'occupait de mon stylisme, très très impressionnant. Quelqu'un qui fait le travail avant, anticipe, regarde la morphologie, etc. Et il devrait en avoir plus de Dylan, en fait. C'est M. Banks qu'on salue. Salut. J'ai essayé de restituer son message, mais en tout cas, il ne tarissait pas d'éloges à ton égard. Ça me touche beaucoup. Donc franchement, ouais, il a été super élogieux à ton égard. Ça me touche beaucoup ce que tu dis parce que, tu vois, d'ailleurs, dans notre accompagnement, moi, à la fin, c'est très important pour moi de demander un retour, tu vois. Je travaille beaucoup pour mes clients et j'essaie de faire en sorte que l'expérience, elle soit la plus clean du début à la fin, tu vois. Et moi, le tout début de notre accompagnement, il commence pas dans une boutique, en shopping, il commence dans un bureau, ou peu importe où on est, dans un café, peu importe, mais autour d'une discussion, tu vois. Parce que c'est important, moi, de bien comprendre la personne. Et après cette discussion-là, je lui donne un peu mon ressenti, ce que j'ai perçu de la personne, ce que j'ai pu percevoir. Et je demande toujours si est-ce que la personne se reconnaît dans ce que j'ai pu dire et observer d'elle-même. Tu vois. Parce que du coup, en fait, c'est important que la personne soit consciente de l'image qu'elle pense renvoyer et de l'image qu'elle renvoie vraiment. Tu vois. Donc, je fais toujours ce travail-là. Et ce que j'avais aimé, et il a employé un mot en fait qui m'a beaucoup touché, c'est qu'il m'a dit merci parce que c'était juste ce que tu as dit. Exact. Et en fait, c'est vraiment ma quête principale. Je suis en quête de justesse. Je suis pas en quête de perfection. Parce que la perfection, en réalité, genre même nous, on ne se connaît pas parfaitement, nous-mêmes intrinsèquement, tu vois. Mais par contre, on peut chercher la justesse. Et si tu arrives à avoir un style, une apparence qui est juste, c'est que tu as trouvé le parfait alignement entre la personnalité de la personne, son ambition, sa vision, qui elle est, et l'image qu'elle souhaite renvoyer. Et quant à ça, il n'y a rien qui peut t'arrêter. En tout cas, il a dit que grosse expérience et tout, il était super surpris. Mais agréablement surpris et content, quoi. Tu vois. Et ça me touche d'autant plus parce que ça vient de lui, qui est déjà quelqu'un qui a du style, en fait. Ouais. Parce que déjà, les gens pensent que souvent qu'on fait appel à un conseiller en image quand on n'a pas de style, quand on ne sait pas s'habiller, etc. Mais moi, je vous invite à aller voir M. Banks sur Instagram. C'est pas quelqu'un où tu peux dire qu'il a besoin de moi, entre guillemets. Congolais. Là, on a parlé de son retour à lui, mais généralement, les retours de tes clients, c'est quoi ? Bah, justement, j'ai que des retours positifs. En vrai, ça fait bizarre de dire ça parce que ça fait un peu... Non, mais si c'est le cas, écoute. Non, mais c'est vrai que c'est tant une mieux. réalité. C'est vrai que c'est une réalité. Non, honnêtement, j'ai que des retours positifs. Et ça m'encourage, en fait, justement. Tu vois, tu sais, j'en parlais avec ma femme parce que souvent, elle me dit, mais franchement, toi, je te comprends pas. T'as jamais de pression et tout. Là, t'es pas stressé. C'est la première fois que tu rencontres telle personne. C'est un gros événement. C'est ceci, c'est cela. Mais comment tu fais et tout ? Je lui dis, mais en fait, déjà, j'aime ce que je fais. De deux, sans prétention, mais je sais que je suis bon dans ce que je fais. Tu vois ? Je sais que je suis bon dans ce que je fais. J'ai bossé pour. Je prends plaisir. La personne me fait confiance. On a eu un échange. Je suis pas allé chercher des choses qui lui ressemblent pas. Je sais que les pièces que j'ai prises, elles lui ressemblent. En vrai, c'est sans pression. Tu vois ? Donc, honnêtement, j'ai que des retours positifs et Dieu merci, ça m'encourage. Une des preuves, c'est que j'ai beaucoup de clients récurrents. Donc ça, c'est la meilleure marque de confiance et de satisfaction. Exactement. Donc voilà, en quelques mots, ce que je peux dire. Ok, et est-ce que tu as des conseils, des tips, comme on dit,
En tout cas, bon, je vais t'orienter un peu. Les 4 accords. Et bon, on a travaillé. Comment tu... Ça là, c'est des bons conseils. Je t'ai dit que j'ai travaillé. T'es fort, t'es fort. Ah bah écoute, on travaille, on bosse. Les 4 C'est accords, fort. s'il te plaît. Ok. Avant de répondre sur les 4 accords et les tips, je reviens sur ta question précédente sur les retours. Ce que les gens me font souvent comme retour, c'est qu'ils n'avaient jamais vu le vêtement sous cet angle-là. Tu vois. Et ça, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. En fait, comme je parle du vêtement sous un angle vraiment presque sciencé, presque scientifique, tu vois, psychologique, etc. En fait, c'est une vision de la mode et du vêtement, de l'habillage, de l'importance de trouver son style que les gens n'avaient jamais entendu. Et ils me disent souvent que ça les a beaucoup aidés, en fait, de mettre des mots sur tout ça. Et c'est souvent même des moments qui sont ultra émotionnels, hein. J'ai eu certains échanges où voilà, il y a des larmes qui sont montées, etc. J'imagine, parce que quand tu parles de confiance en soi, estime de soi, bah oui. Et en fait, on se rend pas compte, mais parfois même des choses qu'on porte, ça renvoie à des traumatismes liés à l'enfance, parfois des histoires tragiques, etc. Donc, franchement, c'est pas quelque chose d'anodin. C'est vraiment... Tu veux pas faire psy? Non, mais c'est marrant parce que on m'a donné le surnom de thérapeute du style. À cause de tout ça là? Ouais. Bah, Et en fait, franchement, ouais. et en fait au début, je le prenais pas au sérieux, etc. Mais petit à petit, j'ai commencé à comprendre pourquoi les gens disaient ça. Et en vrai, why not? Ouais, ça me... Ouais, bah, il y a une sorte de thérapie à travers le style. Exactement. Ouais, Ouais, bah, après, tu as exactement. plusieurs types de thérapies. En fait, toi, tu as Ouais. trouvé ta vocation. C'est la première fois que j'entends ça aussi. Ouais, mais en vrai, moi aussi, au début, du coup, je prenais. Parce que la première fois que c'est sorti un peu sur le ton d'une blague. Je pense à Didier, que je salue. Et après, en fait, il y a une personne, dans le cadre d'un mentorat, qui m'a sorti le même terme, mais de façon très sérieuse. Après avoir analysé tout ce que je voulais faire, mon ambition, ma vision, etc., il m'a dit, mais en vrai, toi, t'es un thérapeute du style. Et c'est quelqu'un de très âgé. Donc ça m'a... C'est bête, hein, mais ça a eu encore plus de retentissement en moi. Tu vois, le fait que ce soit une personne âgée... D'expérience. Voilà, d'expérience, exactement. Et qui me dit ça, alors que lui, c'était quelqu'un qui était très loin du vêtement et qui avait une vision plutôt même... Au début, quand il a lu mon business plan, il était en mode, ah, bon, encore un relooker et tout, tu vois. Et il était un peu fatigué, tu vois. Et après avoir échangé avec moi, tout avait changé. Donc, c'est un peu ça les retours que j'ai. Les 4 accords. Maintenant, revenons sur les 4 accords. T'es très fort déjà d'avoir... Je sais même pas comment t'es tombé sur ça, mais bon, bref, on en discutera après. Oui, donc en fait, je sais pas si je peux dire ce que j'ai développé, ou en tout cas, moi, mon accompagnement, il se repose notamment sur une règle que j'ai appelée la règle des 4 accords. Donc, pour avoir un style optimal, d'ailleurs que tu sois un homme ou une femme, d'ailleurs, même si moi je concentre mon expertise sur les hommes, c'est des conseils qu'une femme aussi peut s'appliquer à elle-même. Pourquoi tu fais pas les femmes? Pas Encore encore fait? fait? Non, pas du tout, parce que finalement j'en ai fait sur TPMP de temps en temps. Mais c'est plus pour des questions personnelles, dans le sens où, comme je te disais, je rentre beaucoup dans l'intimité en fait, au final, avec la personne. Je suis marié, j'ai des enfants. Et en fait, je préfère me préserver de certaines choses. Tu vois? Autant dans l'intimité, dans le sens où on va rentrer dans l'intimité dans la discussion, tu vois. Et puis aussi, mine de rien, même dans l'intimité physique, dans le sens où, voilà, dans les moments d'essayage, dans les accompagnements personnels, les rendez-vous perso, etc. Je préfère me préserver de ça. Et un autre point, c'est que, en tant qu'homme, je pense qu'il y a des choses qu'on ne peut pas maîtriser et qu'il n'y a qu'une femme, il y a seulement une femme qui peut comprendre. Tu vois, par exemple, il y a certains vêtements qui sont pas confortables à porter en période de règles, par exemple, tu vois. Il y a des bouffées de chaleur, bref, il y a plein de facteurs comme ça, dont moi je suis conscient en vrai parce que je suis quelqu'un de sensible, mais tu vois, je sais pas si c'est vraiment bienséant que un homme conseille une femme. Ok. Tu vois.
Voilà. Ok. Mais Donc- après, c'est personnel et c'est pas du tout une. Ah non, c'est ton point de vue, voilà, c'est ton opinion. Tu as exactement. le droit d'avoir ton opinion. Ouais, c'est ça. Donc, Donc, revenons à nos 4 accords. La règle des 4 accords. Donc, il faut retenir ça. C'est un petit conseil que je peux vous donner. Donc, il y a l'accord morphologique à respecter, c'est-à-dire s'habiller selon sa morphologie et je dirais même son morphotype. Mhm. J'étais en train de réfléchir, est-ce que je donne la différence entre les deux? Ou est-ce Vas-y, que, vas-y. On est friand de ça. Donc en fait, en gros, en fait, souvent, on fait l'erreur de chercher sa morphologie et de s'habiller seulement selon sa morphologie. C'est bien, sauf qu'en fait, ce qui compte le plus, à mon sens, c'est le morphotype. Parce qu'en fait, la morphologie, ça va être ta structure osseuse. Ça va être ta structure osseuse. Du coup, ta structure osseuse, en fait, tu vas la garder toute ta vie. Or, ton morphotype, c'est ton état actuel. C'est-à-dire, actuellement, là, ça fait longtemps que je n'ai pas fait de sport, etc. Je peux être un peu enrobé. Du coup, je peux être en morphologie en H, mais avoir des propriétés d'une morphologie en O. Parce que j'ai plutôt plus de ventre, plus de hanches, plus d'épaules, etc. Et donc, du coup, c'est les deux qu'il faut considérer. Donc, l'accord morphologique, premier point. Ensuite, l'accord colorimétrique. Donc là, c'est un travail de colorimétrie, de fait de connaître les couleurs qui nous vont bien. Et donc, du coup, est-ce qu'on est plutôt dans les tons chauds ou dans les tons froids, en fonction de notre couleur de peau, notamment nos cheveux. Pour certains, ça va être au niveau des veines, on va réussir à discerner ça, etc. Il y a plein de techniques pour pouvoir trouver sa colorimétrie. Veine carrément. Oh là 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 là. C'est technique. Donc, morphologie, colorimétrie, l'accord circonstanciel, très important, souvent négligé. C'est en fait tout simplement le fait de s'habiller en fonction de... comment dirais-je, avoir la bonne tenue au bon endroit, tout simplement. Donc, prenons un exemple flagrant. Ça serait malséant, t'es invité par le président à l'Élysée, ça serait malséant d'y arriver en jogging, même si t'as acheté le dernier jogging ensemble de l'AC Milan. Tu vois, aussi beau petit lettre, c'est pas tellement le bon endroit pour le porter. Tu vas aller faire un five, tu vas aller sortir avec des amis, tu fais ce que tu veux. Mais t'es invité dans certaines circonstances, c'est important d'adapter la tenue avec la circonstance, c'est une marque de respect. Et puis le quatrième accord, et l'accord des matières, effectivement, très important. Pourquoi ? Parce que c'est important de ne pas surcharger. En fait, quand on construit un look, il faut penser à une silhouette. Et en fait, si tu surcharges trop ta silhouette, tu vas brouiller le message. Donc, c'est important de ne pas mettre de la maille avec de la dentelle, avec du jean et du cuir. Tout ça sur la même silhouette. Quand tu parles de message, c'est-à-dire l'image que tu renvoies. Que tu veux véhiculer. Exactement. Okay. Voilà, exactement. Et en fait, en stylisme, on est toujours en quête d'élégance. Enfin, moi j'allais dire d'élégance, mais je dirais de grâce, en fait. On recherche la grâce. Et ça, c'est une quête qui est ultra difficile, tu vois. Mais il faut tendre vers ça. Et en fait, pour atteindre la grâce, il faut réussir à trouver le parfait équilibre entre ces 4 éléments-là. L'accord morphologique, l'accord colorimétrique, l'accord des matières, l'accord circonstanciel. Et là, si tu concentres ton attention sur ces 4 points-là, normalement, tu fais un sans faute. Mais attends. T'es un autodidacte, mais t'as appris tout ça où, en fait? C'est sorti de ton cerveau, t'as lu des livres, t'as regardé des vidéos? Parce qu'il doit y avoir aussi des stylistes internet, comme il y a les coachs de vie, etc. Tu vois. C'est une bonne question. C'est un peu de tout, en fait. C'est un peu de tout ce que tu viens de dire. Et moi, notamment, il y a une personnalité qui m'a beaucoup inspiré. Il s'appelle Hugo Giacomet. Il a créé le média Parisian Gentleman. Et en fait, c'est lui qui m'a comment dirais-je, c'est auprès de lui que j'ai appris beaucoup de subtilité, notamment au niveau de la mode masculine.
et de ce qu'on appelle l'art sartorial. L'art sartorial, en fait, c'est l'élégance masculine. Et c'est en fait la connaissance des beaux costumes, comment reconnaître un costume qui nous va bien, le pourquoi du comment, etc. etc. Il y a les écoles françaises, les écoles italiennes, les écoles anglaises. Et en fait, Tu préfères quelle école, toi? moi, je suis un amoureux de toutes ces écoles-là. Et je dirais, encore une fois, c'est au niveau de la circonstance. Ok. Tu vois, par exemple, si je vais à une circonstance un peu officielle, mais plutôt en été, un peu détente, j'aime bien l'école italienne. Parce que les épaules, elles sont plus souples, plus rondes, il y a moins de structure, mais tout en étant élégant. Quand j'ai envie d'être un peu plus impactant, j'aime bien l'école anglaise. Dandy. Dandy, un peu le style Peaky Blinders. Voilà. Et puis l'école française, c'est l'école très classique. Donc pour les occasions officielles, c'est parfait. Donc voilà, c'est un mélange de tout ça. Moi, je suis un amoureux de tout ça. Ok, donc tu as appris grâce à... Voilà, en fait, tout, il y a déjà l'analyse personnelle. Où moi, j'étais déjà très critique envers moi-même. Il y a mes goûts personnels. Donc moi, j'ai un tronc, bien sûr, streetwear. De par là où j'ai grandi et ce que j'ai aimé regarder petit jusqu'à aujourd'hui. Je suis un amoureux d'art sartorial. Je suis tombé dedans, en fait, je suis tombé dedans à l'époque de TPMP où je devais habiller Jean-Michel Maire. Et en fait, son personnage médiatique, c'était d'être justement un dandy, en fait. D'être un dandy italien. Et en fait, j'ai appris que, en faisant mes recherches, parce qu'en fait, moi, du coup, quand j'ai une ligne directrice comme ça, mon but pour moi, c'est d'être le plus juste possible, encore une fois. Du coup, j'ai fait mes recherches. C'est quoi un dandy italien, en fait? Et en fait, j'ai compris que être un dandy italien, c'est pas juste porter un costume, mais c'est une attitude. Et on parle de sprezzatura. La sprezzatura, c'est la capacité à être élégant, entre guillemets, sans forcer. C'est-à-dire donner l'impression qu'on n'a pas fait grand-chose, mais en fait, chaque détail compte et est maîtrisé. Tu vois? Et en fait, c'est une attitude aussi. C'est une façon de se tenir. C'est un tout, en gros. Charisme. Exactement. Et en fait, du coup, ayant compris ça, mais n'étant pas en mesure de pouvoir forcément transmettre ça à Jean-Michel Maire, j'ai dû trouver des marques et des pièces qui allaient lui permettre de tendre vers ça sans forcément qu'il ait l'attitude en question, tu vois. Donc c'était toute une finesse et ça m'a, en fait, du coup, quand tu rentres dans une telle réflexion, dans une telle profondeur, mine de rien, t'apprends énormément. Et ça, je l'ai appris, j'ai conscientisé ça beaucoup plus tard. Sur le moment, j'étais pas conscient que j'étais en train d'avancer et finalement de développer une certaine expertise, tu vois, au point où j'en suis aujourd'hui. Pour toi, quelles sont les qualités nécessaires que doit avoir un styliste? Je dirais premièrement l'écoute. Une très très bonne capacité d'écoute. Parce qu'en fait, je crois qu'il y a beaucoup de stylistes qui font l'erreur de... comment dirais-je? Ils ont leur vision, ce qui est bien, mais qui ne prennent pas le temps de considérer la vision de leur client. Tu vois? Donc je dirais premièrement l'écoute. Je dirais le fait d'être curieux aussi, très important, je pense. La curiosité, toujours être en quête de découvrir des nouvelles tendances, des nouvelles coupes, tout en fait, tout simplement. Voilà, tout. Toi, comment tu te mets à jour justement par rapport à tout ça? T'as qu'à voir mon compte Insta. Je crois que je dois avoir peut-être 600 ou 700 abonnés. Et je dois avoir plus de 2900 ou 2800, je sais pas combien d'abonnements. Parce qu'en fait, à chaque fois que je découvre une nouvelle marque, je la suis. Petit jeune créateur, marque de luxe, prêt-à-porter, tout. Même les marques femmes. Parce qu'en fait, dans leur DA... donc maintenant, vous connaissez le mot DA, donc je peux le dire. Oui, ça y est. Même dans la DA, dans la stratégie de communication, etc. Voilà, j'écoute beaucoup de podcasts.
Comme... En fait, je retiens pas les noms, moi. Je vois les. Carrément, même, en fait, même des fois, j'écoute genre juste un épisode d'un podcast comme ça. Juste. Non, non, mais pour me. Tu vois. il n'y a pas de souci. Ouais, non, mais bien sûr, mais c'est pour dire que, en fait, ouais. dans cette quête-là de curiosité, ça veut pas dire que je creuse tout à 100%. Mais en fait, je suis toujours dans cette volonté-là de découvrir plus, tu vois. Et après, quand je découvre des choses comme l'art sartorial, à la base, c'était juste pour le travail. Finalement, je suis tombé dedans comme un, entre guillemets, un passionné. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il y a des choses comme ça qui m'attrapent. Il y en a d'autres qui passent comme ça. Mais en fait, voilà, je suis curieux, en fait. Je suis curieux de découvrir, etc. Je lis pas trop de magazines de mode. J'en vois passer, je lis des articles par-ci par-là, notamment en ligne, mais ça fait pas tellement partie de mon quotidien. Par contre, les gens dans la rue m'inspirent beaucoup. Ah. Les gens dans la rue m'inspirent beaucoup, les associations, les choix de couleurs, enfin, et en plus même j'ai appris en fait, des fois être styliste, c'est un peu être j'ai pas envie de dire de mots trop forts, tu vois, mais il y a une forme de, comprenez mon langage, de schizophrénie, dans le sens où tu dois faire la différence entre ce que toi tu aimes et ce que ton client aime ou la personne que tu habilles soit aime ou devrait porter. C'est pas forcément des choses que toi, personnellement, tu aimes ou tu porterais. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, c'est un vrai travail en vrai, parce que amène beaucoup. Enfin, j'aimerais bien faire le test un jour, d'amener quelqu'un en shopping, en gros, et de dire, ok, habille Audrey, par exemple, bah, ça serait pas facile. Tu vois ce que je veux dire? Parce que on a tous notre vision. Et les pièces qu'on aime, les coupes qu'on aime, les associations qu'on aime faire. Sauf que ça va pas forcément à la personne que tu conseilles. Les pièces, les griffes. Les griffes. Ah ouais, hein. Présentez-moi vos griffes, s'il vous plaît. Ok. Donc, l'écoute, la curiosité. Ouais, pour moi, c'est les deux. Et après, bien sûr, être créatif. Oui. Bien sûr. Ok. Là, je vais te proposer un petit jeu, une petite mise en situation. Donc. Le fameux. D'ailleurs, sache que j'attendais ce moment-là. Parce que je suis un de tes auditeurs. Donc, j'attendais ce moment-là. Donc, mots, expressions, comparaisons. Qu'est-ce que ça t'inspire? Est-ce que tu es prêt? Je suis prêt. Est-ce que tu fais une différence entre différence et originalité? Est-ce que tu fais une différence entre différence et originalité? Est-ce que tu fais un distinguo? Je fais un distinguo. Et tout comme je fais aussi un lien. Être différent, ça ne veut pas forcément dire être original. Mais par contre, être original, c'est forcément être différent. Maintenant, je pense pas que ça soit une quête, si on parle de stylisme pur. Je pense que ce qu'il faut rechercher, c'est ni la différence, ni l'originalité, mais c'est surtout rechercher l'alignement. Et du coup, en trouvant ton alignement, normalement, tu vas être différent. Parce que si tu te souviens bien, au début, je t'ai dit que pour moi, il y a autant de styles qu'il y a d'êtres humains sur la Terre. Exact, tu l'as dit. Donc voilà, tu seras forcément différent parce que tu seras toi. Et être toi, ça veut peut-être dire aussi être original, mais pas forcément. Haute couture et prête à porter. Haute couture et prête à porter. Ouais. Déjà oui, ça me parle. Quel est le distinguo? Ouais. Ah, le distinguo. Le distinguo, bien sûr, il est en fait, il est flagrant dans le sens où c'est deux cultures pour le coup qui sont différentes. Dans le prêt-à-porter, déjà, si on parle simplement de l'aspect business, on va être dans une recherche d'optimisation de coûts, premièrement, dans une démarche de vente, plus que dans une démarche de créativité. Et il faut savoir déjà que Haute Couture, c'est un label parisien et qu'il n'y a que 14 maisons qui ont ce titre-là de Haute Couture, de maison Haute Couture, et qui peuvent défiler dans le calendrier officiel lors des Fashion Week. Et du coup, ce label-là, ces maisons-là, elles ne sont pas dans le modèle classique,
une marque de prêt-à-porter, elle va créer ses collections sur base d'orientation de cabinet de tendance 2 ans en avance. À savoir que, voilà, là aujourd'hui on est en 2023, les cabinets de tendance sont déjà en train de parler des tendances de 2025-2026 parce qu'on est fin 2023. Donc, nous on pense que voilà, les choses sont simplement cycliques comme ça, mais tout est, entre guillemets, soigneusement orchestré. Là où les maisons de haute couture, non. Elles ne sont pas dans ce calendrier-là. Elles sont dans leur propre calendrier, leur propre héritage. Tu vois. Et donc, la différence, elle est là, principalement. Maintenant, côté business, en plus de ça, quand tu es une marque de prêt-à-porter, le but pour toi, c'est d'optimiser tes coûts. Donc, éviter d'avoir du stock et du surstock. Et donc, du coup, tu veux dans une démarche où, d'ailleurs, aujourd'hui, il y a de plus en plus de marques qui se lancent sur base de précommande. Il y a notamment la marque Asphalt qui fait ça très bien, qui arrive à avoir en plus de ça une image premium par-dessus tout. Et du coup, ils sont sur, par exemple, des choix de matériaux, oui, bien sûr premium, mais aussi qui peuvent sourcer facilement. Là où sur la haute couture, comme on est vraiment sur une expression artistique pure, quasiment, parce que les pièces de haute couture, elles sont rarement portées, ça peut arriver, mais c'est rare. Et c'est simplement de la créativité pure, c'est de l'art en fait en réalité. Moi j'associe ça à l'art. Là on peut aller chercher je sais pas moi, des matériaux d'exception, on peut aller chercher du vison, on peut aller chercher, je sais pas moi, des plumes rares. L'animal a souffert. C'est ça ton problème. Lézard de Mississippi. Ah, mais tu parles d'aniaux, je suis obligé. J'essaie de mettre un peu de romance dans tout ce discours. Tu parles d'animaux, on est obligé. T'es obligé, lézard du Mississippi. Mais et d'ailleurs, c'est paradoxal parce que autant c'est vrai que ça peut, pour certaines personnes, être choquant, l'utilisation de ce type de cuir ou ce genre de choses. Mais mine de rien, dans cette gamme-là, en fait, il y a un grand respect des animaux. Vraiment blague à part. Parce que je pense que vous avez tous vu cette vidéo-là de Norba. Ligoté, baïonné, décapité vif. Ah bah oui. Mais la réalité, c'est que moi, je connais un plumassier, tu vois, qui travaille les plumes. Et en fait, il aime les oiseaux comme pas possible, tu vois. Et il a un grand respect je sais pas si tu peux appeler ça ce matériau ou des plumes en fait, des plumes d'animaux. Voilà, donc c'est juste pour la petite parenthèse. Pas de souci. En plus, tu as parlé d'art, j'allais te demander le style œuvre d'art, mais bon, tu as répondu. Être / paraître. Alors, je vais essayer de prendre mon temps pour répondre à ça parce que je pense qu'il y a une profondeur derrière ça. Être / paraître. Pour moi, ce qui est, paraît. Et je dirais même doit paraître en fait. Parce que ce qui est mérite d'être mis en avant. Et du coup, c'est dommage de parfois se camoufler derrière une couleur. Beaucoup de personnes se cachent derrière le noir comme une facilité. Il n'y a aucun mal à porter du noir. J'en porte moi-même, ça m'arrive régulièrement. Mais ça en fait pas de moi, ça ne me définit pas. Tu vois, j'en fais pas une identité. Et pour moi, il n'y a pas de honte à paraître non plus. Et c'est pas non plus superficiel de paraître. Voilà ce que je pourrais dire. Ok. L'élégance dans la finesse. Là, pour moi, je fais pas de distinguo. Au contraire, je fais un mariage là. Ah ouais, non, mais qu'est-ce que ça t'inspire, tu vois, la phrase. Ouais. En fait, moi, je suis en quête d'élégance dans quasiment tout ce que je fais. Et élégance va avec finesse d'ailleurs. Parce que pour moi, tu peux être habillé en streetwear et être élégant.
tu vois. Et parce qu'en fait, l'élégance, ça va aussi se transparaître par une attitude. Parce que tu peux être bien habillé, mais ça ne fait pas tout. Et en fait, si tu es bien habillé, ça doit suivre avec une attitude. Tu vois. Moi, ça me rend fou, en fait, quelqu'un qui porte bien, mais qui se comporte mal. Tu vois. Je comprends pas, en fait. Je comprends pas. En fait, tu vois, il y a une belle image que j'avais découvert grâce justement à Hugo Giacomé, qu'on a cité tout à l'heure. C'est une image de Hubert de Givenchy, qui est sur les quais de Paris. Et en fait, cette image est souvent reprise comme l'archétype de l'élégance. Parce qu'il est là, il est grand, c'est un homme grand, charismatique, comme pas possible. Et il était dans son beau costume. Et en fait, il marchait peut-être 2 pas en arrière derrière sa compagne. Et en fait, cette image est souvent prise comme exemple parce que en fait, la beauté d'un homme, c'est sa femme. Et c'était une manière de la mettre en avant. Philosophe. Aïe, 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 quelle phrase. Et ça, c'était une marque d'élégance et de finesse, pour le coup. Donc, Aïe, 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 aïe. ça me parle. Aïe, 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 aïe. La beauté invite à la contemplation. Ah, ça gamberge. Hein. La beauté invite à la contemplation. C'est vrai. C'est vrai parce que quand on regarde la nature, on voit la perfection de ce que Dieu a créé. En fait, on peut que contempler, en fait. On peut que contempler. Je me souviens, moi, je suis quelqu'un, j'aime beaucoup la montagne, par exemple. J'aime bien aller à la montagne, mais en été, par exemple. Je sais pas, quand je me retrouve dans des cadres montagneux, je vois les vallées, je vois les hauteurs. Enfin, je sais pas, ça me fait des émotions, tu vois. Je suis là en mode, mais c'est fou, en fait. C'est fou, et en fait, on n'est rien. Et il y a quelques jours, j'étais dans l'avion, et je voyais comment, on n'est rien, on est petit, et on était au-dessus des nuages, et puis tu vois la beauté des nuages. Enfin, oui, j'ai envie de te dire oui. Tout simplement, en fait, ouais. Non, c'est fort, en fait. Être sous-estimé. Je souris parce que c'est un sentiment que j'ai eu récemment. Comme je te disais, je pense que je suis bon dans ce que je fais, tu vois. Mine de rien, je suis conscient en même temps que officiellement, je suis encore en train de démarrer aussi, tu vois. Et du coup, parfois, tu sais, quand tu démarres, l'entrepreneuriat, c'est une folle aventure humaine et personnelle, tu vois. C'est un combat contre soi-même de tous les jours sur la discipline, la persévérance. Parfois, tu vois tes finances qui font up and down. C'est pas tous les jours facile, tu vois. Et donc, du coup, dans les moments difficiles, tu cogites beaucoup. Faut le dire, ça. Ah ouais, c'est important parce que aujourd'hui, il y a beaucoup d'entrepreneurs, on parle beaucoup d'entrepreneuriat, ça fait rêver. Fantasme. Et ça fait fantasmer. Mais je suis pas certain que tout le monde est en mesure d'assumer la vie d'entrepreneur, pour de vrai. Du coup, j'étais dans une phase où je réfléchissais beaucoup, etc. Et je sais pas si... je peux pas dire que je me sens sous-estimé, parce que ça voudrait dire qu'en gros, j'ai fait un certain travail qui n'est pas reconnu, etc. C'est pas une réalité. Mais c'est cette conscience-là d'être bon, mais que ton travail n'est pas encore assez... comment dirais-je Reconnaître sa juste valeur. Non, je dirais même pas ça. Je dirais pas assez exposé, pas assez présent, tu vois, en gros, tout simplement. Donc, tu peux avoir cette forme de frustration-là. Donc, j'aimerais bien savoir pourquoi t'as mis ce mot-là. Je sais pas, les planètes sont alignées, tu vois. Ouais. Je ne sais pas. Non, mais ouais, non, mais c'est marrant. Et du coup, ouais, non, c'est pas tellement être sous-estimé. Je pense que. En fait, quand on
quand on croit en soi, en fait, il faut juste continuer jusqu'à ce qu'on rencontre la bonne personne, en fait. Parce que tu peux pas plaire à tout le monde, premièrement. Exactement. Et tu vois, il y a bien des personnes qui ont dit que Walt Disney, il n'était pas créatif. Et on sait ce qu'il est devenu après. Donc, tu vois, c'est juste une question parfois de rencontre, de perception. Donc, en fait, je peux pas dire qu'on est sous-estimé, mais parfois on peut être méconnu. Tu vois, donc faut jamais se sentir écrasé par rapport à ce sentiment-là. Il faut y faire face. On aura des moments de doute, etc. Ça, c'est normal. Mais faut aller de l'avant, tout simplement. C'est beau. Et tu parlais d'entrepreneuriat. On va revenir sur ton aventure chez Les Déterminés. Ouais. Est-ce que déjà tu peux nous expliquer qu'est-ce que Les Déterminés et l'aventure, un petit peu. En tout cas, voilà. Une belle aventure humaine. Les Déterminés, c'est une association fondée par Moussa Camara qui a pour but d'accompagner les entrepreneurs dans leur lancement et leur donner en fait une méthode pour pouvoir atteindre leurs objectifs tout simplement en fait. Et en fait, il y a aussi de commencer à créer un réseau. De par déjà la promotion qu'on est d'entrepreneurs, parce que c'est un système de promotion. Et le but, c'est aussi également de donner accès à des choses auxquelles, dans certaines régions, ça peut être difficile d'accès, tu vois, que ce soit dans les régions rurales, tout comme dans les banlieues. Donc, et en fait, Moussa Camara est une personne qui croit beaucoup en la richesse du peuple français au sens large, et pas que d'ailleurs. Et il croit au talent qu'il y a dans tous ces lieux-là, qui sont parfois, et qui ont été pendant longtemps négligés, sous-estimés pour le coup, sous-cotés, tout ce qu'on veut. Et donc, il essaie de les mettre dans les meilleures conditions possibles pour se lancer. Donc, j'ai eu la chance d'être sélectionné dans la belle promotion nationale, la promo 50. Parmi combien de personnes ? On était 2000 candidats. On a été 500 à être auditionnés. On a été 55 ou 57 à être, observés pendant 3 jours dans un SAS. Et on est resté finalement à 27 projets. Et quel a été le critère de sélection quand tu parles d'observation, c'était quoi le... Je sais pas si je peux le dire, parce que peut-être que Non, c'est un vas-y. secret dans le cadre de... Non, c'est bon, on va garder le secret. Non, mais en tout cas, mais c'est bien connu qu'en tout cas, on était observés pendant 3 jours. Et puis, les recruteurs ont fait leur choix en nous voyant évoluer pendant ces 3 jours-là. Ok. Et en fait, à savoir que la philosophie des Déterminés, c'est principalement de sélectionner des personnes extraordinaires plus que des projets extraordinaires. C'est pour ça que le recrutement se fait à la fois pour des personnes qui sont déjà avancées dans leur activité, des personnes qui ont déjà fait du chiffre, mais aussi des personnes qui sont au stade de l'idée. À partir du moment où ils voient que vous êtes une personne déterminée, qui a de l'ambition, qui est prête à se dépasser pour réussir, qui a un projet, qui a du sens, etc., on peut rentrer chez les Déterminés. Donc moi, dans ma promo, il y avait des personnes qui avaient gagné les Talents des Cités. Je salue Florenza et Julie D, qui est fondatrice de la marque L'Impact. Tout comme il y avait Kylian, qui est rentré au stade de l'idée, où il y avait également Tiki, qui veut révolutionner la billetterie, événementielle par le Web3. Et moi-même, qui à l'époque, même si j'avais mon expertise, je suis rentré finalement chez Déterminé au stade de l'idée parce que j'avais juste mon cabis, mais j'avais rien fait en fait au moment où je suis rentré chez Déterminé. Et ton idée, c'était stylisme toujours ? Ouais, c'était ça, c'était d'ouvrir le premier cabinet de conseil en images pour les personnalités publiques, notamment les créateurs de contenu. Et quand je parle de conseil en images, je parle vraiment juste d'habillage pur. Je parle pas de faire du management comme le font très bien des agences comme Follows ou Smile Conseil. Moi, c'est vraiment juste sur l'habillage. Et du coup, en fait, le fait de faire les Déterminés, ça m'a permis de
de prendre conscience également de la cible à laquelle j'ai vraiment envie de parler principalement, qui sont notamment les sportifs. Parce que en fait, j'aime bien l'idée de les accompagner. C'est des personnes qui ne sont pas forcément très à l'aise, soit à l'oral ou ce genre de choses, mais qui participent à de nombreuses en fait, représentations publiques et médiatiques. Et en fait, le cadre des médias, je le connais parfaitement parce que avec ce que j'ai fait sur TPMP, j'ai énormément appris. Sûr. Autant sur les réseaux sociaux que sur les médias traditionnels, chaîne publique, chaîne commerciale. Donc j'ai énormément appris. Du coup, c'est une expertise sur laquelle j'aimerais bien les accompagner. Donc sur la représentation publique, donc voilà, comment on s'habille sur tout le sport, ou quand je suis invité sur le plateau de TF1, comment on s'habille quand il y a un reportage sur moi dans Brut, comment on s'habille avant un match pour les marques, comme le fait très bien Jules Condé. Enfin voilà, il y a tout ça que je trouve intéressant et que j'aimerais bien développer. Bah, écoute, le message il est lancé. Et donc, qu'est-ce que, en fait, c'est principalement ça que tu as appris chez Déterminé ou il y a autre chose? J'ai énormément appris. Déjà, j'ai beaucoup appris sur moi, déjà chez Déterminé, parce que comme je te disais, c'est une aventure humaine assez incroyable. J'ai beaucoup gagné en maturité entrepreneuriale. J'ai rencontré des personnes extraordinaires. Je pense qu'ils sont devenus des amis. Quand on est entrepreneur, c'est aussi important d'avoir un réseau de personnes qui comprennent ce que tu traverses, parce que l'entrepreneuriat, encore une fois, c'est particulier. C'est très compliqué. C'est très compliqué. C'est pas si beau. Hein. C'est pas les entrepreneurs des réseaux sociaux. C'est pas exactement. Et surtout, en fait, c'est des réalités que seulement des personnes entreprenantes peuvent comprendre, en vrai. Donc déjà, ça m'a apporté ça. Ensuite, ça m'a apporté la capacité à vraiment bien structurer mon projet. Tu vois, je pense que si j'étais pas passé par les Déterminés, mon analyse financière, je l'aurais pas fait de manière aussi consciencieuse. Et là, je salue Ilana Conseil. C'est important pour moi de faire du name dropping parce que je pense que les personnes qui nous apportent des choses, c'est important à un moment donné de leur envoyer l'ascenseur d'une manière ou d'une autre. Donc, et de leur dire merci. Tu vois, je suis beaucoup dans la gratitude. Donc, c'est une très bonne qualité. J'essaye vraiment de la mettre en pratique. Donc voilà, ça m'a apporté énormément. En vrai, te dire tout ce que ça m'a apporté... non, mais c'est déjà bien. Donc là, tu passes par les Déterminés et après, tu crées ton cabinet à toi. Exactement. En fait, du coup, je suis rentré avec mon l'idée de créer mon cabinet. Rentrer par les Déterminés, pour moi, c'était une stratégie aussi. Ça me permettait de commencer à créer du contenu. Ça me permettait aussi d'avoir une certaine légitimité personnelle, de me dire, OK, j'ai un projet qui est concret, qui semble plaire. Donc, en vrai, donne tout pour atteindre les objectifs de cet objectif-là. D'atteindre plutôt les objectifs de cette vision-là, plutôt, je dirais. Et comment dirais-je, ça m'a permis du coup de me mettre directement dans le concret. J'ai rencontré du coup M. Banks, intermédiaire des Déterminés. Ouais. J'ai pu me reconnecter avec Malek Délégué, qui fait partie des... il n'est pas intervenant, mais en fait, il est souvent appelé notamment parmi les membres du jury des Déterminés. Il est très connecté avec cette association-là. Et Malek Délégué, je l'avais rencontré sur le plateau de TPMP, en fait. Donc, c'est assez marrant. Et en fait, on s'est reconnecté à cette occasion-là. Et du coup, il m'a parlé de son projet. Son podcast, ouais. Son podcast, exactement, qui s'appelle Autour de moi. Et du coup, je l'habille maintenant aujourd'hui sur son podcast. Donc, assez régulièrement. Je crois qu'on fait un tournage à peu près toutes les 2 semaines. Donc voilà, ça m'a permis, tu vois, mine de rien, de mettre le pied à l'étrier. Et tu vois, certainement sans Monsieur Banks, j'aurais jamais habillé Vinzi aux flammes. Justement, très bien. Excuse-moi, je ne te coupe pas, mais je t'en prie. C'est un échange. Quelles sont les personnes connues que tu as pu habiller, par exemple? Il y a qui? Parce que là, tu as cité Vinzi, j'ai vu l'anecdote comme quoi il cherchait un styliste et que Monsieur Banks a fait appel à tes services et qu'il était très satisfait. On a vu la veste croco. On peut pas se refaire les Congolais, on peut pas. Veste croco.
Et quels sont les gens connus que tu as pu habiller dans le cadre de ton activité et le cabinet? D'ailleurs, comment il s'appelle le cabinet? Il s'appelle le cabinet Lanaoul. Il y a une signification particulière ou pas? Il y a une signification qui est profonde pour moi. Et après, je répondrai à ta question. En fait, Lanaoul, ça veut simplement dire laine. Donc, lana, c'est laine en italien. Ça représente justement la fameuse sprezzatura dont je te parlais tout à l'heure. Et en fait, ça représente le fait que on peut être élégant sans en faire trop. Et en fait, voilà, ça représente mon amour pour l'art sartorial, etc. Wool, ça veut dire laine en anglais. Et il y a l'anglais du coup british et l'anglais américain. Sous l'angle anglais, ça va être tous les codes de la mode masculine qui nous ont été transmis par notamment la monarchie anglaise. Notamment la fameuse légende de ce fameux roi anglais qui avait un peu de ventre et du coup qui ne pouvait pas fermer le dernier bouton de son gilet. Et c'est devenu en fait une marque de style. Aujourd'hui, on ne ferme pas le dernier bouton de son gilet. Le fait qu'on porte une broche plutôt à gauche ou à droite, c'est une signification bien précise. Voilà, c'est tous ces codes-là en fait de la mode anglaise, de la monarchie anglaise, qui reviennent aujourd'hui. En fait, c'était pour moi pour illustrer en fait justement cette fameuse communication non verbale. C'est-à-dire, je ne parle pas, mais je te montre par ma maîtrise soit des agencements, soit des codes que je connais, que je suis dans certains milieux, où je renvoie un certain message en tout cas. Et Wool, du côté américain, ça représente en fait mon tronc streetwear justement, dans lequel j'ai baigné depuis toujours, et dans lequel je baigne encore aujourd'hui, parce que tu me verras régulièrement porter des sneakers ou ce genre de choses, et ça vient de là. Donc en fait, voilà, pour moi, ce nom-là représente un peu tout ça. Quand tu le lis comme ça ou quand tu l'entends comme ça, tu n'auras jamais la profondeur, mais c'est toujours le temps d'un échange, d'une communication, une occasion pour moi de pouvoir en fait dire ô combien, pour moi, le vêtement, c'est beaucoup plus profond que juste un costume ou un pull rose ou ce genre de choses. Et ensuite, en termes de personnalité connue, donc à savoir quand même que donc j'ai habillé notamment le motif, le motif qui est le frère de Shai, beatmaker et compagnon d'Océane, la créatrice de contenu. J'ai habillé également Joe Space, qui est créateur de contenu et qui aujourd'hui est impliqué dans l'industrie de la musique, notamment qui travaille chez Sony. J'ai habillé du coup Vinzi, qui est lui journaliste rap, et lui-même aussi, il crée un peu de contenu quand même maintenant. Malek Délégué. Et après, sinon ça c'est ceux que j'ai pu habiller à mon compte, des personnalités vraiment connues. Et est-ce que j'en oublie? J'espère que j'en oublie pas. J'ai habillé aussi, j'ai participé lors d'un shooting à habiller Herman, Afro Noblesse, pour ceux qui connaissent. Voilà. Et, c'est déjà très bien. Oui. Et puis après, bien sûr, tous les chroniqueurs de Touche pas à mon poste. Dont Cyril Hanouna. Je lui ai déjà proposé des pièces, mais Cyril avait sa styliste qui s'appelait Delphine. Mais sinon, oui, tous les chroniqueurs, Jean-Michel Maire, Mathieu Delormeau, Maxime Guény. On te souhaite bientôt les sportifs Raymond. alors. Tous les sportifs, ouais, pourquoi pas. En tout cas, c'est vraiment un public qui me parle en tout cas. Okay. C'est des codes que je connais, etc. Donc voilà, tu as Lanaoul, cabinet de conseil en images. C'est ça. Okay. C'est ça. Voilà. Mais je tiens à préciser quand même que malgré que je m'adresse à et que j'ai eu beaucoup de clients dans cette typologie de clients, ça me parle aussi d'habiller Monsieur Tout-le-Monde, tu vois, qui, je sais pas moi, a pris du poids, qui voudrait gagner en confiance en soi, un entrepreneur qui va pitcher à Go Entrepreneur ou je sais quelle conférence, qui a besoin de conseils pour, parce qu'il ne sait pas comment s'habiller lors de cette prestation-là. Je prends tout autant de plaisir en fait. Magnifique. Ok.
Partie lecture. Est-ce que tu lis un peu? Alors, c'est marrant parce que je te disais tout à l'heure que je peux être ému, enfin ressentir des émotions face à une pièce, un vêtement. Ça peut m'arriver aussi parfois quand je lis certaines citations, certains passages, tu vois. Mais je suis pas un grand lecteur. Je suis pas du tout un grand lecteur. En fait, je sais pas, depuis petit, j'ai développé une sorte de... Je saurais pas dire quel est le mot, tu vois, exact, tu vois, mais Rejet? peut-être, ouais, peut-être, je sais pas. C'est repoussant la lecture. Je dirais pas repoussant, mais tu vois, mais en fait, moi, comme je suis quelqu'un de très actif, quand je lis, par exemple, j'aime pas faire de sieste, par exemple, tu vois. J'ai l'impression de perdre mon temps. Tu vois. Donc, je vois, je suis ce genre de personne-là, tu vois. Ouais. Et donc, en fait, quand je lis, j'ai l'impression que je fais rien, et du coup, que je perds du temps. Mm. Mais, paradoxalement, je suis conscient que dans les livres, il y a des pépites incroyables. Ouais. Est-ce Et, que t'en as 3? Est-ce que j'ai 3 livres chez moi? T'as 3 livres à nous suggérer. 3 livres à vous suggérer. Premier, la Bible. La Bible, pour sûr, parce que, en fait, pour tout. Enfin, aujourd'hui, on est beaucoup de vagues de développement personnel, etc. En fait, dans la Bible, on trouve tout ça. C'est la vague de l'entrepreneuriat. Dans la Bible, on trouve tout ça. Allez lire les histoires de Joseph, allez lire les histoires de Daniel, exceptionnel. Le roi Salomon, bref, j'en passe. Et puis, tout simplement, c'est le livre qui donne le salut. Donc voilà. Deuxième livre, je vous conseillerais. Parisian Gentleman d'Hugo Giacomet, du coup. Le fameux, encore lui. Parce que, en fait, dans l'art sartorial, qu'on soit passionné ou pas, on y apprend en fait la finesse, on y apprend l'importance des codes et les bases finalement de la communication non verbale, en fait, je trouve. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai trouvé en fait dans l'art sartorial. Tu peux juste rappeler c'est quoi l'art sartorial parce qu'on en a parlé. Oui, c'est vrai. L'art sartorial, c'est simplement l'élégance masculine, en fait. Pour faire très simple, c'est l'élégance masculine. Tout ce qui entoure ce monde-là, en fait, de l'élégance masculine. Ah là, grand prêtre Dylan. Non. Loin de là. Et le troisième? Et le troisième livre, j'ai pas le titre, mais c'est un livre sur les diètes, la diététique kétogène. Ok. Pourquoi? En fait, j'ai découvert ça grâce à ma femme. Et en fait, j'ai réalisé l'importance de notre alimentation, surtout en fait, sur notre énergie, sur notre santé, etc. Et qu'on suive la diète keto ou pas, hein, mais en fait, juste la prise de conscience de comment notre alimentation joue un rôle dans notre vie, je trouve que c'est important. Donc ouais, je dirais ces 3 livres-là. Ok. On salue madame, hein. Tu l'as cité, Bien sûr. Voilà, salut. Anaïs te salue. Gros bisous. Bon, comme tu sais, dans cette émission, la tradition, c'est que l'autre parte avec un livre. Je suis curieux, hein, franchement. Bon, j'espère que tu ne l'as pas déjà. Et ça surtout, tu l'ouvres, tu montres à la caméra, tu lis le titre. Ok. J'espère que tu ne l'as pas. T'es prêt? Vas-y. Hein. Incroyable. Bah écoute, on me l'a offert. Aïe. On me l'a offert. Je savais. Je remercie Sarah qui me l'a offert pour mon anniversaire. Je le savais. Mais c'était un très bon choix, pour le coup. Ah bah écoute, alors, je l'ai, parce qu'on me l'a offert, mais c'était un excellent choix, parce qu'en fait, c'est un très beau livre.
c'est une personne qui est très inspirante et que j'apprécie beaucoup. Moussa, il a fait beaucoup pour... Après, j'ai prévu le coup. Hein. J'ai fort. prévu T'es le fort, t'es coup. fort, J'ai t'es prévu le coup. Je suis trop gâté. Oh, j'en ai entendu parler de celui-là. Machiavel, Le prince. le prince. Incroyable. Ok. Et la Boétie, le discours, Sur la servitude volontaire. incroyable. T'inquiète pas, il y a de la gamberge dedans. Ça me paraît incroyable. Ça me semble incroyable. Voilà. Bah écoute, on a essayé, hein, comme je t'ai dit, j'ai tranché. Magnifique. Non, mais franchement, t'as bien fait. Voilà. Magnifique. Si ça te plaît, ravi. J'ai 3 dernières questions. Ah bah dis-moi tout. Alors, la première, c'est... on voit souvent des stylistes devenir designers. Ou qu'ils le sont. Hmm. Est-ce que c'est une vocation qui te traverse l'esprit? À un moment donné, tu penses que tu vas franchir le Rubicon? C'est une bonne question. En fait, avant d'être styliste, tu vois, de manière un peu comment dire, enfantine? Ouais. Ouais. De manière un peu naïve, je rêvais, tu vois, d'avoir un jour ma marque de vêtements, Mhm. tu vois. Pour être sincère, pour être honnête avec toi, je sais pas si un jour je le ferai. Aujourd'hui, je me plais à accompagner des marques dans leur DA, leur donner ma vision, etc. Je me plais à faire ça. Peut-être, honnêtement, je ne saurais pas te dire. À l'heure actuelle, c'est pas dans les projets, mais déjà, en un an, il peut se passer beaucoup de choses. Donc, on en reparlera déjà de l'année prochaine, si Dieu nous garde. Mais c'est possible, honnêtement, c'est possible. Je n'ai pas de réponse à te donner pour le moment. J'ai dit 3 questions, ce sera 4. Ceux ou celles, ou ceux et celles qui t'ont donné envie d'exercer ce métier. Enfin, ces métiers, parce que t'es styliste, conseiller en image. J'ai failli te répondre personne, mais après, je me suis ravisé. Et je te dirais déjà, premièrement, France, la directrice de la boîte Télévision Style. Mhm. France Thébault, elle s'appelle. Ok. France Thébault. Parce qu'en fait, c'est elle qui m'a ouvert à ce monde-là, en fait, tout simplement. Je pense que sans elle, sans la confiance qu'elle m'a octroyée, je ne serais pas ce que je suis aujourd'hui en termes de en tant que styliste, en fait, tout simplement. Après, je dirais ma femme, parce qu'elle m'a toujours fait confiance, même dans la période où c'était un peu ça pouvait être un peu compliqué, etc. Elle a toujours été derrière moi, et ça, c'était vraiment exceptionnel, et je la remercie pour ça. C'est pour ça que je l'ai cité à plusieurs reprises, parce qu'en vrai, elle a vraiment eu un rôle important, et elle a encore d'ailleurs un rôle ultra important dans mon parcours. Tu vois, pour donner un petit exemple, mais au moment de la sélection des déterminés, ma femme était enceinte, et quand c'était le moment de la sélection, elle était vraiment sur la fin de sa grossesse. Et on discutait même, on se disait, mais là, si c'est le jour où tu accouches, comment on fait, etc. Elle me dit, mais t'inquiète pas, vas-y. S'il faut même que je te fasse un FaceTime au moment où ça sera le cas, je le ferai, etc. Donc c'est pour dire à quel point elle était engagée, tu vois, dans ce que je faisais. Et d'ailleurs, elle a accouché juste à la fin de la semaine de sélection, tu vois. Donc, enfin bref. Et puis tout ce qu'après qu'elle a fait, enfin bref, c'était vraiment extraordinaire. Donc je dirais France Thébault et ma femme. Ok. J'ai dit 4 questions, il y en aura une que je viens de me souvenir. On parlait tout à l'heure d'expérience de transmission. Ouais. T'es prof aussi. Oui, depuis peu, je suis intervenant, pour être précis, intervenant professionnel dans les écoles. En fait, c'est quelque chose pour moi qui est très important, la transmission. C'est marrant parce qu'en fait, il y a quelques années, j'aurais pas imaginé.
mais en même temps, c'était en moi. C'est un peu bizarre, tu vois. Et donc, effectivement, donc j'ai la chance de donner cours en fait dans mon ancienne licence, la licence dont je te parlais, la licence Sorbonne. Donc, je donne un cours de création de collection. Et j'ai bientôt donné cours auprès d'une école de commerce orientée plutôt luxe. Et je vais donner un cours de marketing. Donc, Quel type de public? des masters. Des masters. Donc, franchement, c'est encore une belle histoire parce que, en fait, donc après ma licence, j'ai arrêté les cours pour me concentrer à ma carrière de styliste. Et c'était aussi en préparation de mon mariage avec ma femme, encore elle. Et du coup, j'ai commencé à travailler directement à la poursuite de mes rêves. Mais en même temps, j'en ai abandonné un. C'était celui d'avoir un master, en fait. Je sais pas si c'est trop fort de dire que c'était un rêve, mais en fait, tu connais un peu nos familles. Et, j'ai 2 frères aînés. Les 2 ont très bien réussi, ont terminé leurs études avec leur master. Et en fait, c'était une suite logique pour moi que j'aille aussi jusqu'au master et que je monte la voie à mon petit frère, qui vient d'avoir son master d'ailleurs, que je félicite. Félicitations à lui. Et en fait, du coup, j'ai abandonné tout ça pour emprunter cette voie-là que j'ai suivie. Donc là, toi, Donc, le je ne licencié sais pas. qui va donner des cours à des masters. C'est Exactement. beau quand même. Hein. Ouais. Et comme Ironie quoi, de l'histoire. belle ironie de l'histoire. Et surtout, c'est la preuve qu'il n'y a pas de parcours prédéfini, tu vois. Et que quand tu crois en ce que tu fais et que tu es croyant, C'est important. derrière, les portes elles s'ouvrent de manière extraordinaire. Voilà. Ouais. Et Mohamed Ali disait j'aimerais qu'on se souvienne de moi comme étant un champion du monde poids lourd, quelqu'un qui faisait rigoler, qui se comportait bien. Je te pose la question, comment t'aimerais qu'on se souvienne de toi? Waouh, bonne question. J'espère qu'on dira de moi que j'étais quelqu'un de fidèle, de toujours à l'écoute des autres et toujours prêt à aider. J'espère que on se souviendra de moi comme quelqu'un de jovial, toujours prêt à aider, disponible pour les autres. Et ouais, c'est comme un serviteur en fait, en réalité. C'est vrai que c'est marrant que tu m'as offert ça. J'ai hâte de commencer à le lire, notamment celui-là, La servitude volontaire, parce que c'est exactement ça en fait. C'est exactement ça. En fait, tu vois, c'est marrant parce que je vais donner un petit témoignage. Je sais pas si tu le garderas ou pas, mais un jour, je crois que je venais d'arrêter de travailler sur TPMP et j'avais un été ultra chargé et j'étais un peu partout en train d'aider les personnes autour de moi. Et un jour comme ça, je rentre un soir fatigué et je commence à me... Tu sais, des moments où tu réfléchis tout seul, tu parles tout seul, tu te dis ah, mais pourquoi et tout. Et quand je suis dans cette phase-là, tu vois, j'entends dans ma tête ah, c'est le Jean. Tu vois, ici, je perds tous mes moyens. En tout cas, j'entends la référence d'un verset. Tu vois. J'entends la référence d'un verset, mais je ne connaissais pas le verset en question. Du coup, je rentre, j'ouvre ma Bible et je lis le verset. Et le verset dit « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. » Et là, quand je lis ce verset-là, il y a une sorte de paix qui pénètre en moi et qui fait, en fait, je sais pas, j'accepte en gros. Je sais pas comment t'expliquer. Ouais. Non, c'est clair. Et après, depuis ça, genre, c'est clair. C'était tout droit. Jean 15-13, je crois. On vérifiera. Ouais, Jean 15-13. Dernière question, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? La santé, déjà. La santé et la santé et de continuer à pouvoir vivre de ce que j'aime. Je pense que c'est une grande bénédiction
Et c'est quelque chose de très précieux. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes, malheureusement, qui sont dans des métiers qu'ils n'apprécient pas forcément, mais qu'ils font par nécessité. J'ai la chance, moi, de travailler dans un domaine dans lequel je m'épanouis véritablement. J'apprends, je me réjouis, je découvre tous les jours. Est-ce que tu espères susciter des vocations? En fait, j'espère susciter des vocations, mais pas forcément dans le stylisme. Ok. J'espère que les gens, en entendant mon parcours et mon discours, justement partent à la quête de leur vocation à eux. Tu vois. Donc je te dis oui, mais pas forcément dans le stylisme. Vraiment que les gens fassent ce qui les transcende eux. Tu vois. Donc voilà, ça c'est vraiment quelque chose. En plus, c'est vraiment quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Et c'est pour ça, notamment que c'est pour ça que la transmission me tient particulièrement à cœur. Ok. Le mot de la fin, en tout cas, merci d'avoir répondu présent à l'invitation. Merci à toi. Pour tes mots. C'était Cosmonautes, l'émission qui prône la vulgarisation et la transmission pour l'élévation, en espérant que vous avez appris des choses éventuellement sur vous-même. Prenez soin de vous et des vôtres. À très bientôt. Ciao.